Bonjour Willem, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter d'analyse on-chain et du suivi des crypto-monnaies. Tu travailles chez Chain Analysis, l'entreprise leader dans le secteur de l'analyse des données blockchain, et on va voir dans cet échange un petit peu comment on analyse la blockchain, comment retracer des flux et des crypto-monnaies qui ont été piratées pour trouver le hacker ou pour bloquer les fonds, ce que c'est que le scoring de Bitcoin, parce que les Bitcoins sont scorés, notés en fonction de leurs antécédents, de ce qu'ils ont fait jusque-là. Et puis on va voir justement que la blockchain Bitcoin, elle n'est pas anonyme, mais peut-être ce qui se rapproche le mieux de sa définition, pseudonyme. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Willem, et nous présenter aussi Chain Analysis, s'il te plaît? Oui, certainement. Bonjour Valentin, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Willem van den Brandela. Je suis responsable de la France pour Chainalysis. Donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans la boîte et donc je m'occupe de notre développement pour une partie de l'Europe. En fait, mon rôle est un peu plus grand et hybride que juste la France. Avant Chainalysis, j'étais chez Bloomberg, donc dans la finance plus traditionnelle. Et j'étais très intéressé par la crypto-monnaie. Donc, au bout d'un moment, j'ai voulu entrer dans cette nouvelle industrie. Et maintenant, je suis donc du côté commercial dans Chainalysis. Donc, on est une société d'analyse de blockchain. Donc, il y a pas mal d'idées fausses autour de la blockchain et les crypto-monnaies, hein, notamment l'idée qu'elle est complètement anonyme et intraçable. Et donc, c'est faux. Et nous, on pense que justement, on n'est pas les seuls, mais on pense que la crypto-monnaie, ça présente une transparence vraiment sans précédent. Et on aide en fait les institutions financières, les gouvernements, les entreprises crypto à avoir plus de visibilité sur leurs transactions. On aide ces acteurs à avoir une vue plus transparente sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et on a une base de données sur laquelle on a construit des outils, des logiciels qu'on met à disposition de nos clients. Donc, on fournit aussi des services et des recherches. Donc, ça, c'est Chainalysis en quelques mots. Et dans une blockchain pseudonyme comme Bitcoin, quelles données vous pouvez analyser, qu'est-ce que vous recherchez et comment vous arrivez à le décrypter du coup, puisqu'il n'y a pas, il y a pas forcément d'identité rattachée à la transaction? Ouais, effectivement, pseudonyme, c'est un meilleur terme. Donc, les transactions, elles sont enregistrées dans les blockchains qui sont des registres transparents et publics. Donc, quand il y a un transfert de valeur d'une adresse de crypto-monnaie ou de plusieurs adresses à d'autres adresses, il y a quelques informations qui sont enregistrées dans la blockchain, comme donc les adresses impliquées elles-mêmes. Hein, donc, c'est des chaînes de caractères alphanumériques qui, à première vue, on ne peut pas vraiment interpréter ou savoir quelles sont les entités ou les personnes qui les contrôlent. Donc, on ne peut pas vraiment comprendre quel est le sens et le risque derrière ces transactions à première vue. Mais il y a d'autres informations aussi hein, qui sont enregistrées dans la blockchain. Il y a par exemple le montant qui est envoyé, l'horodatage, donc le moment exact à la seconde où la transaction est réalisée. Et aussi, donc, quels sont les frais pour la transaction et le numéro du bloc dans lequel les transactions étaient incluses. Donc, il n'y a pas d'informations sur les personnes physiques morales ou les personnes physiques ou morales. Mais ce que nous on fait justement, ça va être à travers un travail, à travers différentes approches, procédures, algorithmes. Ça va être d'associer ces adresses à des entités du monde réel. Et donc, par exemple, on peut dire à nos clients, regarde, cette transaction, elle provient de Coinbase. Ou alors, cette transaction, elle provient de Binance, mais elle est passée par quelques portefeuilles privés hébergés de manière personnelle avant d'arriver sur les adresses de votre groupe. Donc, nous, on ne dispose pas d'informations identifiables personnellement. Donc, on n'est pas là pour identifier des personnes, mais avec nos outils, donc les régulateurs et les forces de l'ordre peuvent, si c'est nécessaire, approcher une plateforme et faire une assignation pour obtenir des informations sur les utilisateurs de la plateforme et obtenir d'autres informations sur leur transaction.
Et autre point qui est assez peu connu, le scoring de Bitcoin. Vous avez la capacité de noter les Bitcoins en fonction de leur passé. Et s'ils sont issus de hacks, de demander à ce qu'ils soient gelés lorsqu'ils reviennent sur les plateformes centralisées, où là, les entités ont la main pour le faire. Ce scoring de Bitcoin et le fait de les geler, c'est quelque chose qui arrive souvent. Oui, ça arrive tout le temps. Donc, quand on obtient des informations de plein de sources différentes, mais quand il y a, par exemple, un hack ou un vol de crypto-monnaie, on peut classer ou taguer les adresses impliquées là où les fonds étaient envoyés dans une typologie spécifique. Ça peut être fonds volés ou quelque chose comme ça. On a plein de catégories différentes. Et comme de cette manière, les entreprises qui utilisent nos outils peuvent recevoir en temps réel des alertes s'ils sont exposés à ces fonds. Ils n'ont pas besoin d'y être exposés directement. Ça peut être une exposition indirecte qui passe à travers plusieurs sauts. On va quand même prévenir nos clients avec un historique complet des fonds qui leur proviennent. Et il y a 2 étapes en fait pour faire ce genre d'identification. Il faut qu'on puisse regrouper les adresses qui sont contrôlées par les mêmes individus ou entités. On va faire ce qu'on appelle en anglais du clustering. On utilise un nombre d'heuristiques et d'algorithmes pour dire que, regarde, ces 300 adresses, en fait, elles font partie du même portefeuille. Et ça permet d'avoir une vue beaucoup plus complète sur les contreparties qui vous intéressent. Ensuite, il faut aussi donc identifier ces entités, pouvoir les classifier. Est-ce que c'est un marché du darknet? Est-ce que c'est un échange conforme? Est-ce que c'est un syndicat du ransomware? Et il faut aussi l'identifier avec son nom. Donc, on veut pouvoir dire si c'est Kraken ou Binance, par exemple. Donc, notre outil d'enquête Reactor permet aux enquêteurs donc, de suivre les transactions grâce à ces identifications pour comprendre le sens derrière les transactions et enquêter en fait sur les activités illicites. Et on dit souvent que la blockchain, les crypto-monnaies sont utilisées pour des transactions illégales. Est-ce que vous savez combien ça représente de transactions en termes de pourcentage, ces transactions illicites? Donc nous, on a des données qui sont déterministes et c'est des estimations de la limite basse. Donc on va juste classifier une adresse comme étant par exemple illicite parce que ça fait partie d'un marché du dark web, si on a des observations concrètes pour le prouver. Et ça, c'est pour éviter les faux positifs. On ne veut pas qu'une personne innocente se fasse casser la porte. Ce serait très mauvais pour Chainalysis et pour les forces de l'ordre. Donc, on ne fait pas de probabilisme. Pour 2019, notre estimation l'année dernière, c'était qu'il y avait 1,1% du volume de l'activité qui était lié à des entités illicites. Mais entre 2020 et 2021, on a eu beaucoup de nouvelles données et d'observations et on a revisité ce chiffre. Donc, le chiffre pour 2019 maintenant a été monté à 2,1%. Et donc, puisqu'on a constamment des nouvelles informations, nos données s'améliorent en permanence. Mais ça reste donc une très petite partie de l'activité totale, ce qui montre que la réputation des crypto-monnaies comme étant utilisée uniquement par les criminels n'est vraiment pas une réputation méritée. Pour le moment, on a beaucoup parlé de crypto-monnaies type Bitcoin ou Ethereum, mais il en existe aussi d'autres qui ont des objectifs différents, type Monero ou Zcash, qui mettent la privacy plus en avant. Est-ce que c'est des crypto-actifs, des crypto-monnaies que vous arrivez, malgré leur capacité à être plus anonymisantes, à tracer et à décrypter? Donc, il y a des crypto-monnaies dites anonymisantes qui sont basées sur une technologie différente et qui vont apporter des nouveaux challenges et difficultés au niveau de l'analyse. Ce que je vais dire sur ce sujet, c'est qu'il est extrêmement difficile sur les blockchains d'être à 100% anonyme. Tout va toujours laisser des traces. Et dans certains cas, il y aura moins de traces, elles seront moins faciles à exploiter, mais il y a toujours un certain niveau d'analyse qui va être possible. Ok.
Et tu as commencé à l'expliquer tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le processus qui se met en place lorsqu'il y a un hack sur une plateforme? Imaginons, moi, je suis une plateforme centralisée, je viens de me faire pirater. Quel est le process qui se met en place de votre côté pour essayer de retracer ces fonds et de rendre les fonds aux users, et peut-être même de trouver le hacker et de l'arrêter avec les forces de l'ordre? Donc en fait, on a un outil de surveillance qui s'appelle KYT, Know Your Transaction, qui permet à nos clients, que ce soit des bourses, des échanges, des courtiers, des brokers, enfin n'importe qui reçoit et qui envoie des transactions en crypto-monnaie en tant qu'entreprise, qui va leur permettre d'avoir des alertes en temps réel pour les transactions qui sont problématiques. Ils peuvent personnaliser ces outils pour que ce soit en lien avec la régulation locale et leur politique interne de risque. Mais donc ces alertes, elles vont les prévenir s'il y a des fonds qui arrivent qui ont été tagués comme étant volés. Donc si un hack se produit sur une plateforme, ils vont prévenir chez Analysis et les forces de l'ordre. Nous, on va classifier les adresses où les fonds ont été envoyés dans la catégorie spécifique, que ce soit des fonds volés ou autre chose, pour qu'on puisse ensuite notifier le réseau entier. En fait, l'objectif, ça va être de geler les fonds une fois qu'ils arrivent sur une des autres plateformes. Typiquement, le flux de travail pour les forces de l'ordre, c'est de suivre les transactions jusqu'à ce qu'elles arrivent sur une plateforme conforme qui connaît l'identité de ses clients. On a aussi une équipe d'enquêteurs qui offre des services professionnels qui peut aider les entreprises ou les gouvernements quand les enquêtes sont soit trop nombreuses ou trop complexes. L'autre service que vous proposez, c'est des données on-chain pour les entreprises et les fonds de gestion. Et là, on n'est plus dans la catégorie de la traçabilité des cryptos suite à des vols, mais donc dans la transmission d'informations de ce qui se passe à l'intérieur des flux dans la blockchain. Qu'est-ce que recherchent justement les fonds de gestion et les investisseurs dans ces données-là? Ouais. Donc, les données on-chain vont avoir une valeur importante et différente pour différentes entités. Donc, c'est très utile pour les gouvernements et aussi très utile pour les institutions financières pour différentes raisons. Mais quand on parle à des enquêteurs, souvent on constate que pour eux, c'est très utile d'avoir des données on-chain ou en chaîne à exploiter lors d'une enquête. C'est un peu en lien avec ce que je disais plus tôt par rapport à notre approche des données qui est déterministe. Donc, c'est souvent quand la qualité des données est suffisante, ce sont des preuves très importantes qui, combinées avec les méthodes d'enquête traditionnelles, constituent des dossiers très solides. Et on utilise aussi d'autres sources de données qui ne sont pas on-chain dans les analyses. Il y a des renseignements de sources ouvertes, par exemple. Donc, pour les forces de l'ordre, elles sont extrêmement utiles, ces données, pour les enquêtes. Et après, pour les institutions financières, donc on a commencé comme entreprise de conformité, mais maintenant qu'on a une vue tellement claire de l'écosystème et de qui contrôle les différentes adresses, et que donc on peut analyser les flux en vraiment comprenant leur contexte. On peut donner beaucoup d'informations aux institutions financières avec notre nouvelle offre d'intelligence de marché qui s'appelle Market Intel et qui leur permet donc de prendre des meilleures décisions d'investissement, de comprendre quelle est la génération de crypto-monnaies par le minage, quelle est la demande, le supply, je perds le mot en français, et aussi quels sont les risques des données qu'on peut quand même combiner avec nos données de risque. Donc, les données on-chain sont extrêmement précieuses. Oui. Ce sont essentiellement des entreprises qui font de l'investissement, des fonds d'investissement, des hedge funds qui veulent avoir la meilleure vue possible sur ce qui se passe dans l'écosystème pour pouvoir décider quelles sont les crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel en ce moment, par exemple, ou pour essayer de comprendre en fonction de la disponibilité des crypto-monnaies sur les plateformes,
et comparer cela, par exemple, à la crypto-monnaie qui n'a pas bougé depuis plus de 3 ans. Enfin, les analyses sont très importantes quand on peut correctement identifier quelle est la catégorie des adresses qui sont impliquées dans les différents transferts. Et effectivement, c'est pour prendre les meilleures décisions d'investissement. C'est vrai que ça permet de voir un petit peu en avance les flux entrants avant que les tendances ne se créent. Est-ce que d'ailleurs vous aviez anticipé l'explosion des NFT il y a quelques mois? Donc, c'est quelque chose qu'on regarde de très, très près. On a un économiste en chef qui publie beaucoup d'informations sur notre blog. Souvent, il y a des informations par rapport aux NFT. Et on développe des outils aussi en lien avec ces technologies, que ce soit le NFT ou le DeFi, des choses qui sont principalement basées sur la blockchain Ethereum, qui sont des technologies différentes du Bitcoin. Donc, on doit avoir des outils qui sont adaptés. Oui, donc les NFT, c'est quelque chose qu'on regarde de très, très près. Et il y a aussi des plateformes de NFT qui ont des besoins de conformité. Ils doivent pouvoir comprendre quand les gens déposent je sais pas, de l'Ether sur OpenSea pour acheter le dernier CryptoPunk. La plateforme doit s'assurer que les fonds n'ont pas une provenance illicite. Donc, dans tous les cas, c'est un sujet qui est pertinent pour nous. Et tu parlais tout à l'heure des gouvernements. Autant on peut se douter de la pertinence de vos outils pour retrouver des hackers et retrouver des flux issus de hacks, aussi pour anticiper des mouvements de marché. Mais pour le coup, que recherchent les gouvernements qui font appel à vos services? Donc, on voit en fait que le crime qu'on peut analyser grâce à la blockchain n'est pas juste lié à la cybercriminalité, ce qui était un peu l'idée préconçue il y a quelques années. On voit en fait la chaîne entière de l'approvisionnement du crime se déplacer lentement sur les blockchains. Et ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, une typologie importante en ce moment, c'est le ransomware. Grâce à l'analyse de la blockchain, on peut, euh, on peut comprendre quelle est l'infrastructure qui est utilisée par ces services. Comment ils vont stocker des données sur des hébergeurs qu'ils payent avec du Bitcoin, ou comment vont-ils acheter des outils anonymisants comme des VPN, souvent pour du Bitcoin aussi. Donc, alors que pour les gouvernements, il y a encore quelques années, la crypto-monnaie, c'était vraiment un sujet assez marginal et c'était quelque chose vraiment de niche avec quelques experts qui n'avaient pas beaucoup d'importance dans leurs organisations. Aujourd'hui, justement, c'est un dialogue quotidien et pour s'assurer qu'ils ne prennent pas trop de retard, parce que la technologie elle est constamment en train d'évoluer. Les gouvernements maintenant sont en train d'investir beaucoup pour pas forcément avoir un pas en avance, parce que typiquement on a un pas en arrière sur les cybercriminels et les criminels qui sont très créatifs, mais pour avoir des compétences pour faire des enquêtes et comprendre quelles sont les tendances au niveau de l'évolution des risques. Et avec quel gouvernement vous travaillez? Est-ce que c'est plus du gouvernement européen ou peut-être côté US ou peut-être même du côté de la Chine? Euh, donc, on a des clients dans les gouvernements presque globalement, mais il y a des gouvernements avec lesquels on ne travaille pas ou on fait très attention. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres outils d'analyse de blockchain qu'ils ont créés eux-mêmes ou qui viennent d'autres fournisseurs. J'ai pas mal d'exemples de grandes affaires qui ont été réalisées par des agences américaines parce que on a soit communiqué ensemble, soit ils nous ont mentionné dans des communiqués de presse. Pour ce qui est de la France, par exemple, donc on est en contact et on travaille avec le secteur public français, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus parce qu'on n'a pas fait de communiqué de ce genre. Est-ce que tu peux nous confier quelques histoires que les forces de l'ordre ont pu résoudre grâce à vos outils ou peut-être que vous avez pu directement résoudre à Chain Analysis? Oui, j'en ai quelques-unes. Par exemple, tout ça, c'est des choses qui ne sont plus en cours, bien sûr, hein, parce que je ne peux pas me prononcer sur Ouais, bien sûr. des enquêtes actives, mais chronologiquement, en octobre 2019, il y avait la fermeture de la
plateforme de pédopornographie, Welcome to Video, donc c'est un sujet compliqué, mais c'est important de le mentionner parce que c'était la plus grande plateforme en volume de contenu à l'époque. C'était hébergé au domicile de son administrateur en Corée, et c'est grâce à des transactions en Bitcoin que le site a été fermé, et donc de nombreuses personnes ont été arrêtées. Et quelques mois plus tard, en août 2020, il y a un autre exemple important, c'était encore une fois le département de justice américain qui faisait cette annonce, qui était le démantèlement de 2 réseaux de financement du terrorisme, un lié à Al-Qaïda et l'autre à Al-Qassam, qui est la branche armée du Hamas. Et il y avait dans ces réseaux un financement à travers des dons en crypto-monnaie. Et en utilisant l'analyse de la blockchain et Chainalysis, ils ont réussi à démanteler ce réseau-là. J'ai un dernier exemple que je trouve assez intéressant aussi. Ça, c'était en novembre 2020. Il y avait une combination, enfin plusieurs agences du gouvernement américain qui annonçaient la saisie de presque 70 000 bitcoins, qui à l'époque avait une valeur de presque 1 milliard et aujourd'hui presque 3 milliards, il me semble. Et ça, c'était des fonds qui étaient liés en fait à l'ancien marché du Darknet Silk Road. Donc, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que non seulement c'est la plus grande saisie de crypto-monnaie de tous les temps, je crois que c'est une des plus grosses saisies tout court, globalement, de tous les temps. Et dans ce cas-là, le schéma, c'est le même que tout à l'heure. Vous attendez que le flux revienne sur les plateformes centralisées, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de les coincer? Donc, souvent, effectivement, la réglementation mise en vigueur sur les plateformes va être très importante. Ils connaissent leurs clients et c'est utile pour les forces de l'ordre. Après, il y a d'autres sources d'informations qui sont possibles. Il peut y avoir des renseignements qui proviennent dans la catégorie OSINT, donc renseignements de sources ouvertes. Les gens font constamment des erreurs, ils laissent des traces. Soit d'autres techniques d'analyse ont pu être utilisées, mais je ne peux pas vraiment me prononcer sur les différentes techniques utilisées par les forces de l'ordre. Et pour revenir sur le sujet de la DeFi, est-ce que dans un monde sans KYC, pour accéder à Curve ou à Aave, on n'a pas besoin de donner son identité ni de fournir ses documents d'identification, est-ce que dans ce monde-là, vous arrivez quand même à décrypter les flux? Ouais, c'est une très bonne question, ça. Donc, on a quand même des capacités d'analyse sur les protocoles DeFi, par exemple, qui sont basés en grande partie sur l'Ethereum. Et on est complètement compatible avec l'Ethereum au niveau des outils de surveillance et d'enquête. Donc, il y a beaucoup d'analyses qui est possible. Par exemple, quand on regarde une liquidity pool ou un smart contract, par exemple, les tokens ERC20 aussi sont liés à des adresses Ethereum. Et on peut voir pour les adresses Ethereum quelles sont leurs expositions risquées et faire des pas en arrière au niveau de l'histoire. Donc oui, il y a des choses qui sont possibles, mais on développe quand même des outils qui sont encore plus adaptés parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est nouveau, il y a des choses encore plus poussées qu'on pourrait faire. Et on en parlait là aussi tout à l'heure, des nouvelles tendances. On peut parler des MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. De quel œil vous regardez ces monnaies numériques de banque centrale, justement? Ouais. Tout à l'heure, tu avais demandé si il se passait des choses niveau analyse en Chine. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font au niveau de l'analyse, mais je sais qu'au niveau des CBDC, ils sont très actifs et ils sont les plus avancés. Et en Europe et aux États-Unis aussi, il y a des programmes, comme je suis sûr que tu sais, pour faire de la recherche ou de l'expérimentation, pardon, en ce sens. Et on voit que il y a beaucoup de pression sur les gouvernements. Ils voient l'évolution des crypto-monnaies, des prix. Ils commencent à penser, peut-être reconnaître que les crypto-monnaies sont vraiment une compétition pour les monnaies locales. Donc, de leur œil, il reste très important de pouvoir avoir une vue sur ce qui se passe. Et ils veulent aussi pouvoir utiliser la technologie des crypto-monnaies de banque centrale pour, d'un côté, comprendre mieux ce qui se passe dans leur économie, mais aussi pouvoir avoir un certain niveau de transparence
pour que leurs consommateurs utilisent en fait ces monnaies, mais de manière sûre pour leur pays, pour leurs électeurs. C'est amusant parce qu'au fil de notre discussion, on se rend compte que c'est aussi facile pour l'administration fiscale de tracer un flux financier de compte en banque à compte en banque avec TracFin que de comprendre, décrypter et tracer la blockchain avec vos outils en fait. Oui, oui, oui. C'est pour ça que quand des enquêteurs dans une affaire tombent sur des transactions en crypto-monnaie, typiquement, ils sont très heureux parce que ça leur donne une avenue concrète pour créer des liens, générer des pistes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours du succès, mais c'est toujours quelque chose de transparent qui leur permet de faire avancer l'analyse. Ouais. Revenons sur Bitcoin et discutons un petit peu des deux mises à jour qui vont apporter plus de privacy sur le réseau, RGB et Taproot, et d'une certaine manière le Lightning Network. Est-ce que c'est des outils sur lesquels vous êtes déjà attentif, que vous essayez déjà de comprendre pour mettre à jour vos outils à vous, pour continuer de tracer et de décrypter la blockchain, ou est-ce que c'est pour l'instant trop récent et où vous vous dites ça sera compliqué de décrypter ces flux-là? Ouais, non, ça c'est une très bonne question. Ouais, on regarde constamment l'évolution des technologies dans le secteur, les différentes blockchains, les protocoles anonymisants, à quel point sont-ils utilisés réellement, hein. Par exemple, le Zcash a une version shielded, une version unshielded, et 90% des transactions, je crois, enfin, un nombre très important ne sont pas shieldées. Euh, donc, on regarde constamment ces changements. Je suis probablement une des personnes les moins techniques de chez Analysis, donc je ne vais pas vraiment m'exprimer sur Taproot, les choses comme ça. Ce que je peux dire, c'est que quand je parle avec mes collègues plus techniques, je comprends rapidement que aussi souvent que ces technologies vont poser des problèmes, euh, c'est des problèmes qui durent souvent pas très longtemps pour l'analyse, et souvent elles aussi proposent des opportunités d'analyse que les créateurs probablement n'avaient pas anticipées. Dans la continuité de la question sur la privacy, comment vous vous positionnez entre la volonté et la vision des cypherpunks d'avoir un web et des cryptos peut-être plus anonymes, et de l'autre côté, votre capacité à décrypter la blockchain pour la rendre peut-être plus sûre et de la rendre compréhensible des gouvernements, des instituts et des régulations demain et donc du monde. Comment vous vous positionnez sur ces deux tableaux? Ouais. En fait, pour nous, tout ce qui est la privacité, enfin l'anonymat, etc., il y a des raisons philosophiques très bonnes qui justifient de penser de cette manière. Nous, ce qu'on constate, c'est que un anonymat financier complet, ce serait extrêmement problématique pour une société qui est basée sur les impôts, où tout le monde contribue ensemble à faire fonctionner cette société. Il n'y aurait pas beaucoup d'incentives à payer ces impôts. Nous, on pense qu'il faut un équilibre en fait entre la transparence et l'anonymat qui protégerait les droits des individus, mais qui en même temps donnerait au gouvernement assez de flexibilité pour qu'il puisse agir sur les cas les plus problématiques. Et par exemple, donc, dans nos outils, il n'y a pas d'informations personnelles sur des individus. L'exception, c'est quand un organisme comme OFAC va sanctionner des personnes et leurs adresses de crypto-monnaie dans les listes de sanctions. C'est quelque chose qui commence à être fait. Mais notre objectif, c'est pas d'identifier des individus ou de réduire les libertés personnelles, mais de faire en sorte que on puisse utiliser cette technologie, qu'elle ne soit pas mise sur le côté à cause de la régulation excessive, mais aussi que donc l'écosystème puisse se développer de manière à ce que les risques soient minimisés. Et les flux de plus en plus importants qui rentrent dans l'écosystème des crypto-monnaies, 2000 milliards de capitalisation début septembre quand on enregistre ce podcast. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à gérer pour vos outils, ce nombre constant, cette augmentation constante d'utilisateurs? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Donc, en fait, on investit beaucoup dans une architecture qui est extrêmement scalable, on dirait en anglais. On peut grandir très rapidement et gérer des flux extrêmement importants.
Donc ça aide qu'on a eu ces investissements les 9-10 derniers mois qui nous permettent de grandir avec l'expansion du marché en lui-même. Mais donc ça nous pose pas de problème. Et c'est important parce que donc on parle de plus en plus avec des grands groupes financiers qui, eux, ont souvent des bases de clients très importantes qui s'attendent à faire beaucoup de transactions en crypto-monnaie dans le futur. Et il faut qu'on puisse aider ces groupes à fournir ces services à leurs clients. Et parlons-en de cette levée de fonds justement. Quels sont vos objectifs avec ces 300 millions que vous venez de lever? Oui, donc en tout, depuis le début, on a levé 350 millions d'euros. Aujourd'hui, on est valorisé à 4,2 milliards de dollars. Sur ces 350 millions, je crois que dans les 9 derniers mois, on en a levé 300. Donc, il y a vraiment une vraie accélération, un petit peu main en main avec le bull run des 6 derniers mois, disons. Et donc, on a commencé dans la conformité. Mais maintenant, on fait pas mal d'autres choses aussi. Donc, on a toutes ces données et on peut offrir à nos clients des informations sur le marché. Donc, un peu comme Bloomberg ou Reuters dit aux entreprises de finances traditionnelles ou donnent des renseignements sur les marchés. On peut faire la même chose sur les données on-chain. Et aussi, on peut, pour nos clients aujourd'hui qui sont des échanges, des plateformes, on peut les aider à comprendre mieux quelles sont les opportunités dans le marché, quel type de promotion ils devraient faire, quelles sont les crypto-monnaies les plus intéressantes à intégrer dans leur plateforme, ce genre de choses. On va aussi développer notre programme de recherche. Par exemple, en ce moment, on a un rapport qui est disponible sur notre blog sur la géographie de la crypto. Qu'est-ce qui est l'adoption au niveau régional, global? C'est des estimations vraiment uniques dans leur genre et qui ne sont pas basées juste sur des données blockchain. Donc, il est déjà disponible sur notre blog, donc je le recommande vivement. Excellent. Merci beaucoup Willem pour toutes ces réponses. J'espère que vous en avez appris davantage sur l'analyse on-chain, que ça soit pour comprendre un peu mieux l'écosystème ou pour retrouver des hacks, et que vous avez compris ce que c'est le scoring de Bitcoin, parce que c'est une question qui revient souvent. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous mets dans la description le site de Chain Analysis et quelques articles qui pourraient vous intéresser sur la géographie qui utilise les crypto-monnaies, un document très intéressant mis en place par Chain Analysis. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres intervenants que vous aimeriez entendre sur ce podcast. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.